Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici, bienvenue au Festival du Lien de l'association Autre Monde. Merci pour l'ambiance. Alors voilà, donc on fait ce festival à l'occasion des 30 ans de l'association. 30 ans, il y a eu plusieurs événements. En fait, ça dure une semaine. Il y a eu un tournoi de foot dimanche matin avec l'équipe, la team Autre Monde. Il y a eu une restitution de plusieurs ateliers. Donc, il y a eu restitution de l'atelier théâtre mardi soir. Vous avez ici une restitution de l'atelier d'art plastique de l'association. Donc, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, ou sinon après la table ronde. Je vous encourage vivement à y aller parce que c'est vraiment très beau ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, ce soir, on a donc la chance d'accueillir 3 intervenants et intervenantes pour parler du lien social. Donc ça sera le temps un peu intellectuel de ce festival, donc pour une table ronde. Et demain, une soirée festive, demain un autre monde, donc qui aura lieu à Romainville à partir de 19h30 je crois. Donc avant de commencer, je voulais quand même faire quelques remerciements. Déjà, merci à tous les organisateurs de l'événement, à l'équipe salariée, avec une spéciale dédicace à Arthur et à Elisa pour la préparation de la table ronde. Merci à eux, et évidemment toute l'équipe. Merci à la Fondation Vinci qui nous accueille et qui nous met à disposition ce lieu gratuitement. Donc merci beaucoup. Donc merci à nos intervenants que je vais présenter tout à l'heure. Merci aux participants de l'atelier d'art plastique. Un gros merci. Et merci à vous, public, d'être là. Vous pouvez vous applaudir. Voilà, alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'association. Je reconnais beaucoup de visages. Mais peut-être pour les quelques-unes qui ne connaissent pas, je vais dire 2-3 mots sur c'est quoi Autre Monde, en fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est une association qui est basée dans le nord-est parisien. Notre projet associatif, nos objectifs, c'est de lutter contre l'indifférence et contre les exclusions. Et pour ça, on a une méthode, un outil, c'est le lien social. Donc, contrairement à d'autres associations, on n'est pas, si vous voulez, dans le don matériel de repas, d'hébergement, d'habits ou des choses vraiment très concrètes. En fait, on est vraiment sur du lien social, et c'est l'objet de la table ronde, d'essayer de voir en fait qu'est-ce que peut apporter le lien social aux personnes qui viennent à l'association, aux personnes en situation de grande précarité. Et je pense, en tout cas, c'est ce qui est dans notre projet, que c'est complémentaire évidemment avec tout ce que font les autres associations, mais c'est essentiel pour pouvoir aider les personnes qui sont en situation de grande précarité et d'exclusion. Donc la table ronde qui est... Ah, ça j'aurais dû commencer par ça en fait. Donc, la table ronde sera filmée en intégralité. Voilà. Donc, si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas à nous le dire, parce que voilà, il faut qu'on trouve une solution. En tout cas, c'est surtout nous. Je pense que les caméras sont plutôt vers nous. Donc voilà. Alors, l'objet de la table ronde, c'est vraiment d'essayer de comprendre c'est quoi le lien social et en quoi il permet de lutter contre l'isolement et la grande précarité, c'est-à-dire en quoi il permet en fait de remplir les objectifs qu'on se donne à l'association. Et pour répondre à ces questions, on a la chance, l'honneur
d'accueillir et d'avoir à nos côtés donc 3 personnes que je vais présenter très rapidement. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Donc Adrien Riffaut, au centre, sociologue, chercheur associé au CERLIS et auteur du rapport des solitudes 2022-2023 de la Fondation de France. Inde Marnouji, psychologue clinicienne auprès de demandeurs d'asile à Paris et au Bus des femmes, docteur en anthropologie de l'EHESS, et Ousmane Doumbouya, animateur et médiateur, travailleur dans le social depuis 3 ans, auteur, on aura l'occasion d'écouter quelques-unes de ses créations, poète et comédien, et aussi ancien administrateur de l'association Autrement. Voilà, je pense que vous pouvez les applaudir. Alors, pour cette table ronde, je crois que l'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir des regards assez différents, c'est-à-dire pas de faire venir que des théoriciens, d'avoir en même temps un regard de la recherche, mais aussi de l'action de terrain, des professionnels de terrain, et aussi en fait un regard d'artistes et de personnes concernées par les situations dont on va parler, notamment l'exil. Et donc on va essayer à travers ce dialogue déjà de répondre aux questions qu'on a posées. Il y a plusieurs temps. L'idée, c'est vraiment aussi qu'il y ait un échange avec le public. Donc il y a des micros qu'on pourra faire passer pour des questions. Il y a plusieurs temps et à la fin de chaque temps, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et l'idée, c'est de pas de faire un truc trop descendant, mais plutôt d'échanger ensemble sur ces questions. Alors pour commencer, en fait, on va commencer par une question très simple que je vais poser à nos intervenants. C'est pourquoi vous avez accepté de participer à cette table ronde. Tu veux qu'on commence Alors, Inde, vas-y. Alors, je ne sais pas si... Alors, moi, c'est d'abord Elisa et Louise qui m'ont rencontrée après un séminaire à Sainte-Anne. Et quand elles m'ont parlé de cette question du lien social, bon, on verra un peu ce que ça veut dire. Moi, d'emblée, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, moi, dans mon travail en tant que clinicienne et en tant qu'anthropologue, je suis surtout confrontée de façon brutale à la question de la rupture, beaucoup plus qu'à la question du lien et à la fois à la rupture qui est imposée par les politiques migratoires et par les violences qui en découlent. Donc ça m'intéresse, quand on travaille sur la rupture, de comprendre qu'est-ce qui pourrait venir inverser cette dynamique-là. Et d'en dire quelque chose. Adrien. Merci beaucoup de votre accueil. Pourquoi j'ai accepté ? Tout d'abord parce que ça fait partie, c'est au cœur de mes recherches. Moi, je travaille dans un laboratoire, le CERLIS, Centre d'études et de recherche sur les liens sociaux. Donc, c'est vraiment une thématique qui est au cœur de nos recherches. C'est aussi une notion qui est vraiment au centre de beaucoup de questions, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, politiques. Donc c'est une notion qui englobe énormément de choses. C'est parfois aussi une notion un peu valise, un peu à la mode. Parce que derrière le lien social, il y a aussi, on le voit toujours comme quelque chose de forcément positif. Or, notamment dans les recherches que je peux mener sur les terrains sur lesquels je suis engagé, il y a aussi des liens sociaux qui peuvent être toxiques, des liens sociaux qui peuvent aussi isoler certaines personnes. Voilà. Et donc, du coup, le lien social, ça suppose aussi à la fois de l'appréhender sous diverses thématiques, sous divers angles. Parce que je pense que comme ça, de manière dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, ça suppose aussi d'avoir un regard critique sur cette notion et puis de pouvoir le déconstruire. Voilà. Merci. Ousmane ? Moi, personnellement, c'est parce que je suis autremondien déjà. Oh.
Et j'avais commencé mes premiers pas en France avec Autre Monde. Je me suis construit avec eux. J'ai rencontré des personnes qui traversaient la même situation que moi. Et aussi pour l'idéologie que projette Autre Monde. C'est une idéologie pour laquelle aussi je me battais quand j'étais chez moi. Donc du coup, je me dis que je suis tombé sur ma jumelle. Et voilà mes raisons. Ok, merci, merci beaucoup. Alors, donc on va commencer. On va essayer de dérouler en fait un peu ensemble un raisonnement. D'abord, on va commencer par définir de quoi on parle. Donc on parle de lien social, il y a différents mots. Tu as parlé parfois de mots valises qui peuvent vouloir dire plein de choses en fait. Donc on va essayer d'abord de décortiquer un peu ces termes de lien social, d'isolement, de solitude, d'exil et les décortiquer vraiment d'un point de vue, qu'est-ce que vous, ça vous évoque à travers votre histoire personnelle, mais aussi vos recherches, votre action professionnelle. Et une fois qu'on aura posé les mots, on va parler de récit, en fait. Justement, on va essayer de développer un peu les questions d'histoire et comment, en fait, ces mots, ils se traduisent dans des expériences de vie et comment ils se traduisent également d'un point de vue très concret dans les lieux où on vit, c'est-à-dire où se trouvent les lieux du lien social, où sont les lieux où il n'y a pas de lien social. Donc on essaiera de réfléchir autour de ces expériences et des lieux. Et une fois qu'on aura développé ces questions mieux compris un peu les caractéristiques, les définitions de ces mots, on essaiera de se poser la question de l'action. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces constats ? Voilà, comment on développe le lien social ? Ça peut être quoi le rôle d'une association comme Autre Monde et comment on se projette notamment dans le contexte actuel, dans les années qui viennent. Donc, pour commencer à définir les termes, on a un petit nuage de mots. Alors, je vais commencer, moi j'aime beaucoup les chiffres, donc je vais commencer par donner quelques chiffres sur le lien social. Alors, je crois que c'est issu du rapport des solitudes, mais tu me diras si je dis des erreurs. Donc, en 2023, en France, il y a 12% de la population qui est en situation d'isolement relationnel. Une personne sur 5 dit se sentir régulièrement seule, ça fait 20%. Il y a 14% des personnes en situation de précarité qui sont isolées, contre 10% pour les personnes à haut revenu. Donc, autrement dit, ça touche beaucoup plus en tout cas, les personnes qui sont donc en situation de précarité. Autre élément assez intéressant, l'isolement social augmente le risque de décès prématuré de 29%. Et il y a aussi des éléments sur les conséquences de l'isolement, les conséquences économiques de l'isolement des seules personnes âgées. Ça coûte très cher, ça coûte 6,5 milliards d'euros par an. Voilà, donc ça c'était des éléments un peu quantitatifs, mais c'est pas que ça. Le lien social, c'est aussi comment on perçoit les choses. Et on a la chance d'avoir un bénévole parmi nous qui est réalisateur, et on lui a demandé de faire une petite vidéo sur c'est quoi pour lui le lien social. Il s'appelle Gauthier, on le remercie, on peut lancer la vidéo.
Donc merci beaucoup Gauthier qui est parmi nous. Voilà, si vous avez des questions un peu plus tard sur le film, n'hésitez pas à les poser et il pourra vous répondre. Voilà, donc on va maintenant passer à la définition des termes, ou au moins à qu'est-ce que ça évoque chez vous, les différents termes qu'on a essayé de lister. Donc je vais les lister ici. Il y a le mot solitude, le mot isolement, le mot précarité, l'exil et l'exclusion. Voilà, donc ça fait 5 mots. Et il y a un terme qui les englobe un peu tous, c'est le lien social. Donc voilà, on va commencer par Adrien, peut-être. Alors moi, je vais plutôt vous parler des deux notions solitude et isolement. D'abord, peut-être repartir un petit peu dans le passé pour simplement souligner que la solitude, c'est une notion assez moderne finalement, puisque dans l'histoire, en fait, il n'y a pas si longtemps, si on remonte au début du siècle, par exemple, on était dans une société que les sociologues qualifient à dominante communautaire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la place de l'individu n'était pas la même qu'aujourd'hui. Au début du siècle, c'était d'abord le groupe qui prévalait et l'individu suivait en fait le groupe. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas si longtemps, la solitude, c'était vraiment considéré comme quelque chose associé à la marginalité. Les personnes seules, les personnes isolées, c'était celles qui ne voulaient pas s'intégrer aux communautés et aux groupes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, avec des sociologues comme Émile Durkheim, par exemple, ils ont montré que l'individualisme, alors qui n'est pas en sociologie une notion à connotation morale, hein, l'individualisme, c'est simplement une société où c'est l'individu qui prime sur les collectifs. Eh bien, il a montré que dans les sociétés individualistes, le taux de suicide est beaucoup plus important que dans d'autres sociétés. Et notamment, il a théorisé dans son ouvrage « Le suicide », il montre que moins un individu est intégré socialement à des groupes, alors par exemple, ça peut être le mariage, aux grandes institutions, à des communautés religieuses, ça peut être à des corporations. Et bien, plus il a de chances, entre guillemets, ou de risques, en tout cas, d'être exposé au suicide. Et donc, voilà, au début du siècle, on commence à réfléchir à cette notion. On se dit, en fait, la solitude, c'est vraiment lié au degré d'intégration sociale d'un individu. Et plus on avance dans le temps, finalement, plus on se rend compte que cette notion, donc plus la société elle s'individualise, plus les individus deviennent des atomes, on va dire, et moins les personnes sont reliées à des grands groupes et à des collectivités. Et plus la notion devient est au cœur des préoccupations. On pense la solitude comme un phénomène social important. Et l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié la solitude en 2023 d'épidémie. Donc on est vraiment, ils ont qualifié la solitude d'épidémie. On est dans une épidémie de solitude. Et donc aujourd'hui, la solitude fait partie est une problématique qui est prise en compte par les politiques publiques. Et elle est très liée aussi à la santé publique, à la santé mentale. Donc si on regarde l'évolution, si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que on passe de la solitude comme un état, on va dire, de personnes marginalisées, etc., à une solitude qui est au cœur du débat public. Même si aujourd'hui, si on fait un focus plus important, il y a des personnes seules et isolées qui sont plus considérées que les autres, et peut-être que Inde et Ousmane sauront en parler mieux que moi, mais les personnes exilées, les migrantes n'ont pas le même statut que d'autres personnes qui sont seules et isolées. Donc il y a aussi une hiérarchie dans les solitudes et dans l'isolement. Voilà. Pour les deux notions, peut-être solitude et isolement ne renvoient pas à des choses similaires. On parle d'isolement. En fait, l'isolement, c'est vraiment un état objectif
On dit d'une personne qu'elle est isolée quand elle est coupée de 5 réseaux de sociabilité majeurs, donc objectivement coupée de 5 réseaux de sociabilité majeurs. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être le monde associatif. Et voilà, on calcule de manière très objective l'isolement d'une personne en fonction de ses liens avec ces 5 grands groupes, ces 5 grands réseaux de sociabilité. Donc l'isolement, c'est vraiment un phénomène objectif qui se calcule. La solitude, en revanche, c'est plus un sentiment, c'est plus une perception. C'est la sensation de ne pas être relié aux autres, ou en tout cas d'être un peu en décalage par rapport à une norme de sociabilité. Et donc en fait, si on considère solitude et isolement, on peut être objectivement isolé et ne pas se sentir seul, par exemple. Ça, c'est le cas, si je prends des exemples de professions, les gardiens de phare, par exemple. Si on est gardien de phare, si tant est qu'on a choisi d'être gardien de phare et que c'est un métier qu'on exerce par passion, on est objectivement isolé, on peut l'être en tout cas, mais on peut ne pas se sentir seul. Inversement, dans l'autre pôle du spectre, on peut être objectivement entouré et se sentir seul. Et ça, c'est le cas de bon nombre de personnes. La solitude, elle peut aussi émerger chez des personnes qui sont très entourées. Et donc, si on analyse un peu ces deux notions, on voit qu'il faut l'appréhender à travers à la fois des dimensions très objectives et puis s'intéresser aux perceptions, aux représentations que les individus ont de ce phénomène. Voilà un peu pour ces deux notions. Moi, je vais juste rebondir sur la solitude. Je te rejoins sur certains points, parce que moi, c'est un truc que j'ai vécu. J'ai eu des moments où j'étais tout seul, parce que ma façon de communiquer avec les gens, c'était que par écrit, parce que j'avais du mal à parler, parce que j'étais malade. Et pour moi, c'est le fait de s'auto-rejeter, en fait. Tu as l'impression que voilà, tu n'es pas ce que tu voulais être ou ce que tu veux être. Donc du coup, moi, j'étais dans ce truc-là et ça m'a conduit à la solitude. Je suis resté longtemps à rester avec mon livre, à écrire. Je ne peux pas en fait échanger avec les gens que par l'écriture. J'étais dans une case et je ne trouvais pas une solution à ça. Et ça m'a conduit à l'isolement. J'évitais finalement tout le monde. Pour moi, tout est faux. Personne n'est vrai. Et tout ce qui me parle, en fait, ils essaient juste de m'embobiner parce que j'avais une histoire, moi, qui essayait un peu de me mettre dans le taquet de l'isolement, en fait. Donc, du coup, moi, je dirais l'isolement, c'est le fait de s'auto-rejeter d'une manière. Parce que moi, j'ai pensé longtemps que, voilà, je n'étais pas cette personne que je voulais être. Et pourtant, c'était faux. Et ça m'a conduit aussi même à vouloir me suicider. Donc, du coup, je m'étais dit, c'est un truc sur lequel je dois combattre et essayer de le dépasser. On peut rebondir. Allez-y, hein, c'est encore mieux si vous rebondissez sans moi. Je ne vais pas faire de définition des termes parce qu'en plus, tu l'as très bien fait. Je vais aussi reprendre un peu ce que tu disais, Ousmane, sur s'auto-rejeter. Je vais repartir là-dessus. Et il y a un psychiatre français qui est très intéressant pour réfléchir à ces questions-là, qui s'appelle Furtos, et qui a travaillé sur le lien entre la précarité et l'exclusion. Et il a créé un concept, une notion qu'on appelle l'auto-exclusion. Ça rejoint un peu d'une certaine façon ce que tu dis. Alors lui, il travaille surtout sur des grands exclus à la rue, plutôt SDF, donc pas tellement la migration telle que nous, on peut la travailler, toi et moi, mais il arrive à la conclusion qu'à un moment donné, quand on est beaucoup trop éloigné du monde social, quand on est trop isolé au sens objectif, indépendamment du sentiment de solitude, qu'on est aussi à la rue, que le fait même de pouvoir se rattacher à la vie est rendu impossible. C'est pas parce que c'est impossible, mais c'est aussi rendu impossible. À un moment donné, le mécanisme d'auto-exclusion, c'est ce qui permet
un minimum de se protéger du rejet et du rejet final et de l'exclusion finale. Et on voit exactement, quand on travaille avec les personnes à la rue, des mécanismes qui sont de cet ordre-là. Et l'auto-exclusion à la rue, elle peut, pour ceux qui travaillent peut-être avec la grande précarité dans le public, doivent se rendre compte qu'à un moment donné, on va complètement mettre à distance l'autre et que ça va être presque impossible de porter assistance, d'aider, et les gens vont mettre à distance et rejeter, pas parce qu'on n'a pas envie d'aide, mais parce qu'on a essuyé tellement de rejets et tellement de ruptures qu'à un moment donné, on préfère aussi se protéger en créant cette espèce de distance de sécurité entre soi et les autres. Et cette notion d'auto-exclusion, elle est très intéressante. Peut-être que le seul biais sur lequel moi je pourrais... le petit bémol par rapport à ça, c'est que peut-être Furtos, dans une certaine mesure, s'intéresse beaucoup à la question psychopatho et psychologique. Je crois que c'est aussi important, quand on a fait des sciences sociales, de venir s'intéresser à la question du politique. Et comment est-ce que la précarité et l'exclusion sont aussi des mécanismes qui sont produits. Je me méfie parfois d'un certain nombre de termes, comme le terme de vulnérabilité, qui est rendu comme ça très à la mode et dont on oublie à un moment donné que les gens ne sont pas vulnérables de façon ontologique. On ne naît pas vulnérable. Encore qu'il y a une vulnérabilité ontologique en chacun de nous, mais qu'il y a aussi des mécanismes politiques dont l'objectif est de créer des failles et des failles et des failles et des failles. Quand tu as envoyé cette liste de mots, et qu'on avait fait aussi quelques réunions au préalable, je me suis demandé aussi comment est-ce que les patients que je rencontrais dans les UDA ce sont les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, et également au bus des femmes, où on reçoit des femmes et des hommes et des personnes trans en situation de prostitution, quels sont les mots qu'eux utilisaient? Parce qu'au bout du compte, ces mots-là, ce sont souvent les mots que nous, on utilise, soit dans le travail social, soit en tant que chercheur. Et que c'est assez rare que les gens utilisent le mot de précarité. Je ne sais pas si dans tes travaux, les gens spontanément te disent « je me sens précaire ». Généralement, c'est une étiquette qui leur est accolée de l'extérieur, soit parce qu'on devient à un moment donné l'objet du sociologue, de l'anthropologue, et d'ailleurs parfois on finit par n'être plus que ça. Mais la façon dont les gens me parlent, soit quand je suis psychologue, soit en tant qu'anthropologue sur l'île grecque de Samos, donc exclusivement avec des demandeurs d'asile, donc je ne peux parler que de ce public-là. Ce que les gens me disent, c'est au fur et à mesure que j'ai traversé les frontières, il y a une partie de moi qui s'est comme effacée. Ce qui fait que moi, je travaille sur cette notion-là d'effacement, et les gens me disent, j'ai eu le sentiment en quittant tel pays que j'étais un tel, avec un nom, un prénom, une ethnie, un groupe. Le mot d'ethnie, il faut s'en méfier aussi parce que c'est un jouet d'anthropologue aussi. Mais j'étais quelqu'un avec des frontières au sens symbolique et au sens propre. Et puis au fur et à mesure des traversées de frontières et des politiques migratoires telles qu'elles s'exercent sur le corps des gens, au fur et à mesure de cette chaîne-là, je pars en étant, si je prends mon prénom parce que je suis aussi étrangère, je pars en étant Inde par exemple, et j'arrive en étant migrante. Et ce processus-là qui fait qu'au fur et à mesure de ces traversées de frontières, on finit comme étant un migrant, c'est-à-dire une espèce de chose amorphe, sans corps, sans sujet, sans subjectivité, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans ce processus très long de l'isolement au sens objectif du terme et aussi d'un sentiment de solitude qui est produit par une série de mesures politiques. Je pense entre autres au camp de Samos dans lequel j'interviens, où de façon tout à fait programmée, on sépare les gens les uns des autres pour qu'il n'y ait absolument plus aucune solidarité collective possible à l'intérieur des camps de réfugiés aux frontières de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe. Donc voilà, la façon dont les gens me parlent un petit peu de ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, probablement pas, mais... Non, mais c'est... Vas-y, Adrien. Merci beaucoup, en fait, Ousmane, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, en fait,
souligner que nous, on emploie des catégories. En fait, on catégorise le monde, on range le monde à travers des grandes catégories. Alors, je vois isolement, lien social, solitude, migration, exil. Et c'est vrai, je rejoins Ine là-dessus. Les personnes qu'on interroge, qu'on rencontre, avec lesquelles on passe du temps, n'emploient généralement pas ces notions-là pour qualifier finalement ce qu'elles vivent. Et quand on parle de solitude, d'isolement, il y a beaucoup d'expressions de la solitude qui peuvent se nicher, par exemple, dans l'ennui. Moi, j'ai passé du temps avec des personnes Shibani. Donc, ce sont des personnes plutôt âgées, des hommes en général, qui passent leur retraite ici. C'est des travailleurs, ils ont travaillé toute leur vie en France et ils ont laissé la famille rester au pays. Et voilà, ce sont des hommes seuls qui vivent finalement une vie dans la solitude, et ils n'emploient jamais ce terme de solitude parce que c'est stigmatisant aussi. Enfin, je pense qu'il faut le dire aussi, toutes ces questions de solitude, d'isolement. Bien souvent, on ne veut pas se reconnaître comme appartenant à ces catégories-là, hein, qu'on construit. Et donc, c'est en travaillant plutôt justement de manière ethnographique, c'est-à-dire en passant du temps avec eux, en regardant leur emploi du temps. On va plutôt aller au marché pour aller voir du monde. On va s'asseoir sur un banc et puis on va regarder les gens passer. Et c'est comme ça qu'en fait, la solitude et l'isolement, on va pouvoir l'attraper en creux, mais jamais frontalement dans un entretien comme on pourrait le faire, parce que là, on n'aura aucun résultat. Et donc, la solitude, elle peut se nicher dans l'ennui, elle peut se nicher dans le décalage aussi, les personnes qui sont décalées par rapport à une norme. Et ça, c'est souvent le cas des étudiants, par exemple. Il y a beaucoup de solitude chez les jeunes quand ils et elles intègrent les études supérieures. Ils ou elles partent de leur habitat d'origine, et puis ils et elles se retrouvent dans des espaces, dans des institutions où elles peuvent se trouver en décalage. Donc l'expérience du décalage produit de la solitude, la rupture, comme tu l'as dit, le refuge dans le sommeil. Voilà, toutes ces... finalement, pour attraper la solitude et l'isolement, il faut tourner autour. Et ça n'est qu'à un moment donné qu'on arrivera à comprendre à travers l'emploi du temps, à travers voilà, comment les gens se comportent, comment les gens vivent finalement, qu'on arrive à la saisir. Ok, bah merci beaucoup. Alors ouais, en effet, nous c'est vrai qu'on a pensé donc à des mots, on a des idées reçues. Effectivement, on pense isolement, solitude, c'est mal, lien social, c'est bien. On voit qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, il y a des personnes qui sont dans les stratégies d'invisibilisation, du coup, qui se protègent en fait, justement vis-à-vis des autres, et qui sont finalement peut-être mieux en situation d'isolement quand les liens qui sont autour d'eux sont toxiques. Donc c'est vrai que voilà, je pense que ça permet de prendre du recul par rapport à ça. Bon, moi j'ai une question, et après je pense qu'on peut aussi ouvrir les questions au public. Donc on dit que c'est des mots que nous on emploie, mais que finalement les gens qui le vivent l'emploient peu ou carrément pas, ou même qui peuvent se sentir mal quand on l'emploie vis-à-vis d'eux. Du coup, ma question c'est peut-être qu'est-ce que eux, donc on dit précarité, mais qu'est-ce que eux ils emploieraient, ou comment voilà, ils traitent, enfin comment ils parlent de ça en fait, tout simplement. Surtout sur la question de la précarité, parce que tu disais sur la solitude, voilà, derrière, on va chercher derrière l'ennui, derrière les autres moyens de trouver du lien. Donc voilà, ça c'était un peu une question. Et puis après, on peut aussi prendre du coup si vous avez des questions sur ces mots, ce qu'ils disent, ce qu'ils disent pas, et ben écoutez, c'est le moment, vous pouvez lever la main. Je vais peut-être apporter une toute petite réponse. Mais sur la question de la précarité, par exemple, c'est vraiment un mot que je n'ai jamais entendu employé par les personnes concernées. Par contre, ce que les gens me disent, pour donner un exemple vraiment très concret, dans les hébergements d'urgence où je travaille, mais aussi à Samos, les gens me parlent beaucoup de ça, de ce qui peut renvoyer dans notre imaginaire à la précarité au moment des fêtes religieuses. Hein, les gens qui sont ici,
Et au moment des fêtes religieuses, j'ai une grande partie des personnes dont je m'occupe qui sont plutôt musulmanes. Et au moment des fêtes religieuses, les gens me disent mais tu te rends compte, Inde, là c'est l'Aïd par exemple, et j'ai même pas de quoi offrir de nouveaux vêtements à mes enfants. Ça, c'est quelque chose de très concret, où je ne peux pas acheter le mouton pour le sacrifice, où je ne peux pas payer les fournitures scolaires au moment de la rentrée. Et ces éléments-là qui sont très concrets de la vie ordinaire et qui donnent le sentiment de ne plus être un père ou de ne plus être une mère. C'est ce que les gens me disent en entretien. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est que je ne peux plus continuer d'être un père pour mes enfants ou d'être une mère pour mes enfants. Ça, c'est des moments où la précarité, elle prend forme dans le corps et elle prend forme aussi dans le risque de la rupture du lien entre ici et là-bas. Il y a un auteur qui est très important quand on travaille sur les migrations, c'est Abdelmalik Sayad. Et il a travaillé sur une notion qui m'est très chère, qui est la question de l'absence et de la double absence, d'être à la fois absent ici, un sentiment d'absence ici et un sentiment d'être absent là-bas. Ce qui est intéressant avec la question de l'absence, c'est que ça permet aussi, tant qu'on est absent, ça veut dire qu'on existe pour quelqu'un et dans un lien pour quelqu'un. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que l'absence est une chose nécessairement négative. Quand on n'est plus un absent, alors là, on finit d'être littéralement propulsé dans le monde de l'étranger, au sens presque paradigmatique, d'être un vrai et pur étranger pour la famille. Tant qu'on est un absent, ça veut dire qu'on continue d'exister dans l'imaginaire, on continue de penser à toi, on continue de t'appeler pour te demander de payer les fournitures scolaires, c'est-à-dire de continuer d'être un père ou d'être une mère ou d'être une sœur. Et c'est dans ces endroits-là, quand je ne peux plus faire ça, que les gens s'effondrent, en tout cas dans des entretiens très précis. Pour te donner un exemple vraiment très concret en fait, de la façon dont la précarité traverse les corps. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que le niveau est très élevé, donc ça peut être un peu impressionnant. Mais il n'y a pas de questions bêtes, hein, comme on nous dit souvent. Oui. Bon, donc on a entendu parler d'effacement, de rupture. Alors c'est très bien parce que ça fait écho pour moi à ce que je viens de voir dans l'exposition, où on voit des enfants, on voit des couleurs, on voit un genre de temps retrouvé. Déjà dans cette exposition, alors vous parlez de rupture et la réparation. Est-ce que la réparation, c'est, je suppose, pas un retour à la même chose, mais c'est le retour à une nouvelle singularité, si réparation il y a, bien sûr, mais on peut toujours l'espérer. Donc, est-ce que la réparation, si réparation il y a, c'est l'apparition d'une nouvelle singularité, puisque les singularités maintenant sont importantes dans l'évolution historique que vous nous avez exposée. C'est clair comme question? Oui, oui, c'était... En fait, c'est vraiment une question qui me tient vraiment à cœur parce que justement, il y a eu toute cette notion autour de la résilience, par exemple. Enfin, je trouve que ça fait écho un peu à ce que vous dites, sur laquelle j'ai beaucoup de doutes aussi là-dessus. Moi, quand je rencontre des parcours de personnes qui, bon an, mal an, s'en sont sorties, évidemment, il y a toujours les traces. Alors, la question de la trace, c'est la question de ce qui reste, en fait, d'un parcours plus ou moins chaotique et vraiment au cœur aussi des discours et de ce qu'on peut recueillir, nous, sur le terrain. Après, je vous rejoins dans ce que vous dites. Non, mais en tout cas, dans votre question, il y a la création en fait d'une subjectivation à travers aussi l'épreuve. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est aussi un puissant vecteur de subjectivation, si tant est qu'on puisse bénéficier des supports pour la transformer et la subjectiver. Ça, c'est tout l'enjeu. Mais revenir à l'état initial ou
effacer les traces, parce que si tu parlais d'effacement, sur des parcours de précarité, moi je l'ai pas rencontré en tout cas. Ouais, moi aussi, je ne l'ai pas rencontré. Enfin, le seul fait de réparer, c'est une façon d'indiquer la blessure. Il n'y a pas de réparation sans le moment où on indique là où ça a été fracturé. Mais il reste cette fracture. Moi, j'utilise quasiment jamais le terme de résilience parce que il a été tellement utilisé que je le trouve dangereux. Et puis, il peut arriver le pire aux gens. On leur explique, oui, mais il y a la résilience, donc il ne faut pas se plaindre. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Et pareil, l'une des choses que me disent les gens, que ce soit à Samos ou en tant que clinicienne, très souvent, à un moment donné, ils me montrent une photo d'eux et ils me disent « je ne suis plus le même » par rapport à ce que j'étais avant. Et je crois que ce retour à l'état initial, c'est quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qu'on retrouve alors beaucoup dans ce qu'on appelle le psychotrauma. Pareil, c'est utilisé un peu à tort et à travers, mais quand on a rencontré des violences ultimes, où on a rencontré la mort, c'est quasiment impossible de retrouver l'état initial. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à vivre. Ça, c'est très important de le souligner. Mais je ne crois pas à ce retour à l'état initial, mais je crois que vous aussi. En fait, je pensais, comparaison, je pensais à cet art japonais qui s'appelle le kintsugi, où c'est la rupture et la réparation qui créent la beauté et une nouvelle œuvre. Bon, voilà, c'est juste une métaphore. Et cette métaphore elle est très belle, mais j'insisterai juste sur une chose, c'est que parfois les gens s'effondrent et ça arrive. Pour moi, c'est très important parce qu'on a tellement mis la résilience au cœur de tout et cette espèce de tendance qu'il faudrait impérativement s'en sortir. Oui, parfois on ne s'en sort pas parce que le rouleau compresseur a été trop violent. Je trouve que c'est très important de le dire. Et que parfois on s'en sort, je pense à Primo Levi parce que c'est probablement la figure de proue de ça. On peut s'en sortir jusqu'au moment où on se jette par la fenêtre. En fait, c'est terrible de le dire comme ça, mais on ne peut pas non plus se sortir de tout. C'est pas lié à la fragilité des gens, c'est lié à la violence des systèmes. Voilà. Merci beaucoup, Rida. Je ne sais pas si... Ouais. Merci, bonjour à tous. Moi j'avais une question par rapport à la... Du coup on est de plus en plus dans un monde connecté et c'était plus par rapport... Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, je parle un peu plus près. Oui, je disais qu'on était de plus en plus dans un monde connecté et je voulais rebondir sur le double isolement. Voilà, je suis enfant d'immigrés algériens pour le coup. Du coup j'ai vécu j'ai vécu dans les yeux de mes parents, en tout cas, ce double isolement où à la fois loin de la famille et ici loin de sa culture. Et je voulais parler de la connexion qu'on a maintenant. On est dans un monde de plus en plus connecté, avec une facilité finalement à connecter avec nos pays en tant qu'exilés ou d'immigrés. Et je me posais la question par rapport à la connexion, dans le sens où est-ce qu'à la fois cette connexion nous rapproche par rapport à l'isolement qu'on a de notre pays d'origine, mais à la fois ne nous exclut pas d'un autre côté par justement du monde réel qu'on peut avoir au quotidien. Sur cette question-là qui m'est chère, il y a de plus en plus de travaux auxquels je n'adhère pas, j'adhère absolument pas à ces travaux qui parlent de la double présence pour remplacer la double absence dont parlait Abdelmalik Sayad. Alors moi, j'y adhère pas du tout, dans le sens que, alors, on n'a pas du tout attendu en plus les réseaux sociaux. Vous êtes probablement beaucoup plus jeune que moi. Et dans les années 80, quand moi j'étais enfant, on échangeait beaucoup. Je suis du Maghreb aussi, je suis du Maroc, et ma famille échangeait beaucoup avec la famille au Maroc à travers des cassettes. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce système qui existait dans les années 80, 70. On enregistrait des cassettes, puis on les envoyait, et puis après ça revenait. Donc c'était les audios WhatsApp. On a inventé WhatsApp avant les autres. Et on nous a pris le brevet, donc c'est assez terrible. Mais il y avait ce système-là où on continuait, et puis il y avait celui qui savait écrire, qui écrivait les lettres, etc. Je pense que vos parents, vos grands-parents connaissent ça. En tout cas, dans ma famille, on faisait énormément ça.
Ce qui est tragique, c'est que ces cassettes ont disparu et ça m'est assez triste parce que j'aurais aimé travailler là-dessus aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a effectivement une espèce de facilité à la communication, à l'échange. En même temps, ça ne remplace absolument pas cette question de l'absence. Ça la transforme. Et au contraire, ce que j'observe avec les réseaux sociaux, c'est une espèce de panique généralisée à se rappeler en permanence à l'autre. Et si je ne me rappelle pas suffisamment à l'autre, indépendamment de l'exil, hein, c'est vrai dans la vraie vie, hein, dans l'autre vie, c'est-à-dire quand on ne répond pas suffisamment rapidement à quelqu'un, tout d'un coup, c'est comme si je n'existais plus pour lui. Donc au contraire, parfois, ça creuse encore plus l'absence, les réseaux sociaux, je trouve. Il y a pas mal de travaux hein, là-dessus. Je ne sais pas si je vous réponds. Tu veux réagir ? Oui, je voulais rebondir là-dessus en parlant même des réseaux sociaux. Moi, étant 14 ans en exil, ma seule façon de communiquer avec mes parents, c'est les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, ma maman, elle n'apprécie pas ça. Elle me dit, j'ai envie vraiment de te voir. J'ai envie vraiment de te sentir. Ça n'a rien à voir avec si tu es là ou si tu es devant un écran. C'est totalement différent. Et un jour, elle m'a dit, je pense que je vais arrêter de te parler, c'est mieux pour moi. Quand je t'entends et je ne te vois pas, je suis effondré. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment une vraie connexion. Ça permet juste d'être en contact avec la personne, mais la présence humaine est irremplaçable. C'est encore plus douloureux. Ouais. Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, puisque on parle de dématérialisation, et on disait tout à l'heure aussi que la solitude et l'isolement, c'était aussi un problème politique. La dématérialisation, elle se fait aussi au niveau des institutions. Et moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait utiliser tous les espaces numériques pour interagir avec telle ou telle institution. Ça peut être la CAF, ça peut être pour l'assurance maladie, pour la retraite, etc. Et il y a une vraie solitude numérique aussi qui écarte toute une partie de la population, alors qui ne maîtrise pas nécessairement soit l'outil, soit qui n'est pas à l'aise avec la langue. Et dès l'instant où il n'y a pas de personnes pour interagir ou pour vous aider, le fameux guichet hein, qui disparaît de plus en plus, et ben en fait, ça crée de l'isolement. Donc ça aussi, c'est des questions politiques qui sont au cœur aussi on dématérialise, mais jusqu'où et pour qui et dans quelle mesure en fait. Tu veux réagir ? Vas-y. Déjà, je travaille dans le social. Je rencontre des parents qui me parlent aussi de l'isolement des enfants par rapport à leurs personnes. Et c'est lié au truc numérique, les téléphones, les réseaux sociaux. En fait, ils n'arrivent plus à dîner ensemble, ils n'arrivent plus à regarder la télé ensemble, ils n'arrivent plus à se partager un moment. Ok, merci. Donc du coup, on va un peu avancer. Bon, on a un peu dérapé là sur la séquence des définitions. Là, je voulais faire un exercice de dictionnaire, mais là, c'est aller beaucoup plus loin. Donc merci. C'est bien aussi qu'on puisse être un peu spontané par rapport à la discussion. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre table ronde, qui est autour des récits de vie sur ces questions, encore une fois, d'isolement, de lien social. Et peut-être pour commencer cette partie, on parlait justement de téléphone, de réseau social, mais rien ne vaut les bons livres à l'ancienne. Donc je vais demander à Ousmane de lire un texte qu'il a écrit. On n'a pas le choix, hein, c'est la mondialisation, je pense. Sur un téléphone. Ouais. Avant déjà de lire le texte, je vais juste dire que c'est l'un de mes premiers textes parce que ça définit aussi tout mon parcours d'exil. Et malheureusement que j'ai perdu le livre dans lequel j'ai écrit ce texte. Et j'espère un jour le retrouver. C'est un petit livre de couleur bleue.
La couverture était douce, usée par mes doigts et mon stylo. Il me servait d'oreiller. Ces pages blanches à petits carreaux, couvertes de mon écriture, un peu penchée en arrière. Il sentait l'humidité et la moisissure. J'aimais cette odeur, celle de mon petit livre bleu. J'ai écrit dedans les premiers regards hostiles. Toi dans le bus qui s'est bouché le nez. J'ai écrit, toi Mjid, et toi Saber qui m'a accueilli 3 ans dans ta maison. J'ai écrit, toi à la cafette, nos discussions interminables, tes cheveux gris et ton sourire. Tu m'as nourri de tes conseils. J'ai écrit ma nuit perdue dans la forêt, la prison à Almeria, la mer si étrange, l'envie de goûter à la mort. J'ai écrit dans mon livre perdu, j'ai écrit, toi que je ne peux pas dessiner dans ma mémoire, mais qui occupe toutes mes pensées. J'ai écrit sur toi, sur lui, sur elle, sur eux. Mon présent, mon passé, mon futur. J'ai écrit surtout dans ces livres perdus des choses que je ne peux pas vous raconter. J'aimerais tant pouvoir le retrouver. Merci. Merci. Merci beaucoup Ousmane pour ce texte. Alors je ne sais pas si tu veux en parler plus largement ou s'il y a des questions. En tout cas, c'est comme tu veux. Mais j'aimerais bien en parler un peu parce que voilà, ça, comme je l'ai dit au début, que ça décrit tout mon parcours d'exil. Et si vous avez bien écouté, j'ai parlé des personnes que j'ai rencontrées, la prison que j'ai faite et tout ce qui suit, et même mon présent d'une autre façon. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le redis. Donc, finalement, ce qu'on va essayer de faire là, en fait, ma question, elle est assez simple à nos intervenants. C'est, voilà, à travers des expériences douloureuses d'exil, de précarité ou de pauvreté, on peut se sentir en situation, seul ou en situation, on peut se retrouver en situation d'isolement. Est-ce que, à travers vos expériences de vie, à travers vos expériences professionnelles, vous pouvez développer un peu des histoires par rapport à ces situations, avec un focus peut-être sur les lieux où cet isolement se réduit, ou alors cet isolement justement est très fort, quoi. Donc autour des lieux. Alors je ne sais pas qui veut commencer, comme vous le voulez. Je ne sais pas si je vais être complètement dans le thème. Je vais essayer de parler à la fois de moi en tant que professionnelle et comment j'ai pu traiter depuis 2 ans d'une nouvelle question en tant qu'anthropologue sur la question de la mort et puis principalement sur le fait de se sentir mort symboliquement. Donc qui n'a pas nécessairement un lien direct avec la mort au sens biologique du terme, encore que. Alors d'abord, peut-être juste en préambule, comme tout immigré qui se respecte, je suis omnibulée par la mort, parce que ça fait aussi partie, lorsqu'on quitte son pays, en tout cas mes parents ont grandi, ça a traversé l'histoire familiale, c'est-à-dire à partir du moment où on quitte son pays, il y a comme une obsession du moment du retour, qui est parfois fantasmatique, mais le moment du retour absolu, comme s'il ne pouvait y avoir de retour au pays natal, pour citer Césaire, que dans la terre elle-même, une fois mort. En tout cas, il y a ça dans beaucoup de familles d'immigrés, dans la mienne. Donc la question de la mort et du retour a toujours été très présente par tout un tas de choses, entre autres des assurances qui existent et qui permettent le rapatriement.
cette chose-là est là dans ma tête pendant très longtemps. Et puis, en 2019, je travaille dans un UDA, dans un hébergement d'urgence. Je n'ai pas encore fini ma thèse à ce moment-là. Et je rencontre un monsieur que j'ai en entretien depuis quelques mois, un monsieur d'origine guinéenne, qui vient me voir et qui me dit mais aujourd'hui, je ne veux pas commencer l'entretien comme d'habitude, je veux d'abord te poser une question. Et quand on va chez le psy, généralement, c'est nous qui lui posons les questions. Et là, il me dit qu'il veut une réponse. Donc je lui demande ce qui se passe et cet homme, pour tout un tas de raisons, déjà parce qu'il a une grande culpabilité d'être hébergé là où certains sont à la rue. Et pour supporter cette culpabilité, il m'explique aussi qu'il est bénévole chez un boulanger et qu'il distribue du pain à la chapelle. Il le fait systématiquement, plusieurs fois par jour, 2 fois par jour au moins, si ce n'est plusieurs fois par semaine parfois. Et il a un copain à la chapelle que j'appelle Monsieur B, dont il ne connaît pas le vrai nom, il a juste le surnom. Et un jour, il fait sa distribution de pain et il ne retrouve plus la tente de cet ami. Il y a un vide à la place de l'espace où l'autre vivait. Et puis il pose la question un peu à droite à gauche en disant « Mais comment ça se fait que B n'est plus là ?» Et on lui dit « C'est simple, il est mort, on l'a retrouvé mort dans sa tente. » Et tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'une ambulance est venue, on l'a pris, on a pris son corps, mais on ne sait pas où. En fait, nous, on est aussi dans une tente et on ne sait pas où il a été emmené. Et là, il me pose une question et il me dit « Mais est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce qu'on devient, nous, quand on meurt ici ?» Il me pose cette question, qui est une question laquelle je ne m'étais jamais posé cette question, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on meurt et qu'on n'a pas de ressources pour un rapatriement ou pour une sépulture en France? Et au moment où il me pose la question, pour m'ouvrir un peu aussi sur la façon dont tout ça nous traverse, parce que quand on travaille sur ces questions-là, elles nous traversent d'une certaine façon, ces questions-là. Déjà, je n'ai pas de réponse à lui donner, puis je le lui dis. Et je suis surtout très touchée par cette question. D'abord, probablement parce qu'elle me traverse, et ensuite... il y a une espèce de blackout, je passe à autre chose. Il y a le Covid qui apparaît 2 ans plus tard et ensuite presque tous mes patients me posent systématiquement la question, si on meurt ici pendant le Covid, que va devenir notre corps? La thèse se finit à un moment, il faut bien que ça finisse. Et ensuite, alors que je travaille sur des questions complètement différentes, je travaillais au Maroc sur la question de la prostitution au Maroc, je change complètement et cette question de la mort et de la précarité face à la mort, elle devient l'un de mes objets de recherche. C'est peut-être important de parler de ça parce que la façon dont on est traversé par son terrain, dont on est traversé par son métier, par les personnes qu'on rencontre aussi et par les hasards de la vie, nous font aussi construire des objets de recherche particuliers et nous font aller dans des endroits qu'on n'imaginait pas du tout investir à un moment donné de sa vie. Et en allant travailler ensuite à Samos, ce que j'observe, c'est que, alors que j'étais partie pour travailler sur la mort au sens biologique du terme, la plupart des gens me disent alors on a tous traversé la mort, on a tous rencontré des cadavres sur l'eau ou rencontré des cadavres sur la route. Mais là, le problème, c'est que tu as l'impression qu'on est vivant, mais on est comme mort. Et c'est peut-être aussi très intéressant, dans la continuité des choses qui nous occupent aujourd'hui, de voir que les effets de ce qu'on appelle en tout cas communément la précarité, la grande pauvreté, l'isolement et parfois la solitude qui en découle, ça a des effets concrets sur le corps des gens. Hein. Ce n'est pas seulement un effet de l'esprit. Et l'ensemble de ce cheminement, d'abord par la clinique et ensuite par l'anthropologie, m'a permis probablement d'aller travailler au plus proche du corps sur ce que cette précarisation des parcours migratoires fait au corps. Et j'observe un certain nombre de choses très particulières qu'on observe aussi probablement dans d'autres champs, que moi j'essaie de réfléchir autour de l'effacement et de ce que j'appelle la spectralité, le fait de se sentir comme un spectre et de ne plus appartenir au monde des humains. Voilà comment en fait tout ça m'a traversé ces 2 dernières années
et m'a permis de revenir à quelque chose de fondamental qui est le corps des gens et comment est-ce que ce corps est fracturé de façon tellement violente que les gens, pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, finissent par ne plus se reconnaître et donc se sentir comme morts. Voilà ce que peut-être je rebondirai en fonction de ce que diront mes camarades. Je voulais partager en tout cas ça, parce que tu m'avais demandé de partager une... Oui, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit. En fait, ça fait partie du processus de la traversée. Cette question de la mort, c'est quelque chose qui est organisé bien avant la traversée. Il faut donner le nom de tes parents ou la personne à qui contacter en cas d'accident, si on peut l'appeler comme ça, ou en cas de naufrage. Et tellement c'est bien organisé, il y en a certains même qui laissent un peu d'argent au cas où qu'on retrouvera leur corps, de faire un enterrement digne de nom, s'ils sont musulmans ou chrétiens. Donc du coup, quand tu me parles de la mort, c'est un truc que tu as déjà en toi, sachant que tu es vivant. Tu dis que là, je sais que c'est fini en fait. Peut-être que j'aurai la chance de vivre, mais je sais que je suis proche de la mort. Et tu sais bien qu'à la veille de la traversée aussi, c'est l'idée qui te hante toute la nuit. Tu penses qu'à ça. Et tu dis, ouais, quelle est la première personne qui saura que voilà, c'est fini et peut-être qu'il n'y aura pas de funérailles. Sur la question des lieux, déjà je voulais te remercier Ousmane de cette lecture parce que ça m'a beaucoup touché. On peut aussi penser les territoires, les lieux, l'art justement. Ça peut être aussi une terre justement qui constitue un support. Et la question des ponts entre l'art et comment on s'en sort, je trouve que c'était très intensément dit dans ton texte. Après, sur la question des lieux qui lient et des lieux qui relient, qui délient, on a travaillé cette question, nous, dans le rapport de l'an dernier qui s'appelait « Reliés par les lieux ». Et en fait, évidemment, il y a des territoires qui isolent plus que d'autres. Donc, de manière très objective, on remarque que les campagnes en déclin, par exemple, ou bien les quartiers prioritaires, ou même les grands centres urbains sont des lieux de solitude. Donc ça, c'est vraiment une solitude objective, et on revient toujours aux politiques, puisque les campagnes en déclin, se pose la question de la mobilité aussi, parce que la solitude, pour être relié aux autres, il faut pouvoir en avoir les moyens. Et parfois aussi, il y a des dimensions très matérielles qui vont vous empêcher d'aller créer du lien, d'aller dans un petit café, dans un centre-ville. Donc, objectivement, quand on vit dans une campagne en déclin, on tourne un peu en rond et la sociabilité juvénile se fait souvent soit dans le village, soit dans les territoires de proximité. Dans les quartiers politiques de la ville prioritaires, il y a aussi une solitude qui n'est pas dite. Ça aussi, on soulève souvent d'autres problématiques, mais la question de la solitude, elle est rarement pointée. Et puis, dans les grands centres urbains, ça pose aussi la question de l'anonymisation. C'est-à-dire que là, on est objectivement isolé et seul, entouré de plein de gens. Et notamment, à la maraude, j'ai suivi une maraude avec Autre Monde, et il y a des personnes qui sont dans des tentes, place de la République, et les gens passent. Et il suffit simplement de... là, vraiment, c'est l'isolement et la solitude au milieu du monde, parce que c'est vraiment... Donc, il y a cette dimension très objective, et puis ensuite, il y a des barrières symboliques qui vont faire qu'on va se sentir légitime ou pas légitime d'investir certains lieux. Et ça, c'est une question qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire il y a des barrières symboliques. Et notamment, on a montré dans l'étude, dans l'enquête précédente, que les personnes qui sont seules ou isolées, elles vont investir majoritairement l'espace public. Alors ça va être les centres commerciaux, ça va être les places publiques. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on se sent légitime de traverser cet espace. Personne ne va nous dire si on est à notre place ou pas.
Et donc, du coup, si on veut réfléchir aussi à comment créer du lien, moi j'insiste beaucoup sur l'espace public comme étant un lieu à prioriser si on veut déployer des dispositifs, voilà, puisque c'est de toute façon là où les gens sont. Et inversement, là dans la recherche de cette année, il y a un chiffre qui m'a vraiment étonné, c'est quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils font quand ils se sentent seuls ou quand ils sont isolés. Et donc, voilà, ils regardent la télé, ils mangent, ils dorment, etc. Puis on a quand même posé le recours aux associations. Elles sont que 3% en fait à recourir aux associations quand les personnes sont seules ou isolées. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors après, on couple ces enquêtes quantitatives avec un matériau ethnographique, donc on va voir ce qui se passe chez ces personnes. Pourquoi il y a des freins véritablement à aller dans les associations ? Parce que d'une part, il faut avoir les ressources, il faut connaître. Bien souvent, il y a une méconnaissance aussi qui fait qu'on ne sait pas qu'à proximité, il y a des lieux qui pourraient vous aider. Et puis, il y a aussi un manque de légitimité. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà. Et après, toute la question... J'ai travaillé sur les tiers-lieux, par exemple. Les tiers-lieux, on se rend compte que... Alors, il faudrait s'entendre sur la définition du tiers-lieu, mais bien souvent, elle réunit des populations relativement homogènes et les populations qui seraient directement concernées par les activités ne sont pas là. Pourquoi elles ne sont pas là ? Parce qu'elles se sentent, en fait, soit elles ne se sentent pas légitimes ou à leur place, soit elles ne maîtrisent pas les codes qui sont présentés dans ces lieux-là. Ce n'est pas leur culture, entre guillemets. Et donc, du coup, elles vont on va dire, exclure d'un lieu qui est pourtant fait pour elles. Et donc, voilà, sur la question des lieux du lien ou des lieux qui délient ou qui relient, il y a à la fois des dimensions très objectives et puis aussi tout un tas de barrières, de freins symboliques voilà, qu'il faut tenter de lever, en fait. Merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Sur la question de la mort symbolique, du lien avec l'exil, ce que vous avez dit, effectivement, moi, ça m'a fait penser à, en fait, quand on dit qu'est-ce que va devenir mon corps quand je vais mourir, effectivement. Les gens qui sont à la rue, en situation d'exil, qu'est-ce que va devenir leur corps ? En fait, ça m'a juste fait penser, j'avais envie de le citer, au collectif des morts de la rue, au travail assez exceptionnel qu'ils font. Et donc, voilà, donc il y a quand même des gens qui essayent d'aider à faire en sorte qu'il y ait un hommage pour ces personnes qui sont complètement isolées. Et donc, c'est important... de savoir que ça existe et donc on les remercie beaucoup pour ça. Sur la question des lieux, donc peut-être plus d'un point de vue un peu plus positif, en fait, les lieux qui permettent d'une certaine manière de s'en sortir ou de trouver des bulles, des espaces de socialisation, de confort, un temps de confort dans la tête, je dirais. Je ne sais pas si le public a des questions ou si peut-être Ousmane, tu veux nous parler je ne sais pas, dans ton parcours, ces lieux, par exemple comme Autre Monde ou d'autres lieux, j'imagine, où tu as pu trouver... oui, déjà dans ma présentation, c'est ce que je disais, hein, j'ai fait mes premiers pas à Autre Monde et qu'est-ce qui m'a beaucoup attiré, c'est parce que je trouvais différentes personnes et qui venaient de différents horizons, différents pays et j'ai fait un projet avec eux qui était un projet théâtral qui a facilité aussi mon intégration en France. Je dirais les espaces comme Autre Monde, plus précisément dans les trucs théâtrales, sport, je pense que c'est des lieux où tu peux t'auto-construire. Et puis moi, si je prends l'expérience sur moi, je dirais que j'ai beaucoup travaillé sur l'aller vers. Parce qu'au début, à mes débuts en France, j'avais du mal à aller vers les gens. Et j'ai cassé cette barrière, ça m'a permis aussi de rencontrer du monde et puis
d'élargir un peu mes champs d'amis, comme les autres mondiens qui sont tous aujourd'hui mes amis. Donc je suis bien entouré et ça m'a beaucoup aidé à sortir de l'isolement, de la solitude, parce que je regagnais en confiance et ça m'a permis de me construire aujourd'hui. Et merci même à Autre Monde, parce que c'est grâce à cette connexion que même le travail que je fais aujourd'hui, je le fais grâce à Autre Monde, parce que c'est une connaissance d'Autre Monde qui m'a aidé à l'obtenir. Merci à toi, parce que c'est vrai qu'à Autre Monde... Moi, je suis particulièrement frappée sur les 3% seulement qui vont dans les associations. Alors, ça me catastrophie complètement. Donc, vous disiez que on fait des associations pour eux. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi à Autre Monde. Hein. Et puis, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas les codes. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus pour nous dire où ça bloque, quoi ? Alors, en fait, pour un peu préciser la méthodologie, c'est quand on leur demande, quand vous vous sentez seul, qu'est-ce que vous faites ? Et ces 3%-là, 3% des personnes, quand elles se sentent seules, vont faire appel à une association. Donc en fait, il peut y avoir des cas où des personnes viennent dans des associations, mais parce qu'elles ont été orientées par un travailleur social, voilà. Donc ça, c'est pour préciser aussi un peu la méthodologie. Mais malgré tout, le chiffre est quand même malgré tout alarmant. C'est-à-dire que quand on se sent seul, le réflexe, c'est pas forcément d'aller vers l'association de quartier ou de prendre son téléphone, voilà, alors que les associations existent. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que il y a déjà une... qu'est-ce que c'est que se sentir seul et qu'est-ce que c'est que l'isolement ? C'est aussi un rôle que la société vous attribue. Donc il y a aussi c'est aussi un ressenti individuel, c'est aussi des dimensions très, très concrètes et objectives. Mais bien souvent, on ne se reconnaît pas. Il y a une phase où, avant même que la personne passe le pas pour être pris en charge ou accompagnée par un dispositif, il faut déjà qu'elle ait pris conscience de l'état dans lequel elle se trouve. Et bien souvent, les travailleurs sociaux, les dispositifs les amènent très tard. C'est pour ça d'ailleurs que l'accompagnement et l'aller vers, justement, que tu soulignais, est très important. Mais il y a d'une part des freins symboliques. Donc ça, c'est le premier élément. Une méconnaissance aussi du tissu associatif, parce qu'il faut bien se dire que déjà le monde associatif, il faut déjà avoir la culture. C'est une culture, en fait. Et on ne s'en rend pas compte, parce que nous, on travaille... Enfin, moi, en tout cas, je travaille avec cet univers-là, on va dire. Mais c'est un maillage qui est connu aussi des initiés. Il faut maîtriser les codes. Il faut déjà... avoir le réflexe que quand on est dans une situation délicate ou compliquée, déjà que ces structures existent. Donc en fait, c'est aussi, je trouve, pour nous qui travaillons de l'autre côté, c'est-à-dire soit dans le monde de l'accompagnement, soit dans le monde associatif, c'est aussi de se dire que notre présence et notre existence n'est pas n'est pas évidente. En fait, c'est aussi, je trouve que travailler sur ces questions de solitude, d'isolement, c'est aussi faire un travail réflexif et de se dire, quelle est ma place aujourd'hui sur le territoire et en fait, est-ce que je suis vraiment connu des gens du quartier ? Et du coup, d'où l'importance de l'espace public et d'investir l'espace public. Moi, j'ai rencontré, par exemple, des dispositifs qui étaient faits dans des centres commerciaux. Et c'est le meilleur moyen pour toucher des personnes qui, de toute façon, sont là, vont faire leurs courses et elles vont connaître l'association ou le dispositif, ou voilà, parce qu'elles vont faire leurs courses. Mais sinon, en fait, elles ne connaissent pas, ou alors elles ne se sentent pas légitimes ou autorisées parce qu'il faut appeler, etc. Et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que les enfants sont prescripteurs. Moi, j'ai rencontré à Marseille, par exemple, c'est beaucoup les mères célibataires, les mères isolées qui viennent pour faire bénéficier à leurs enfants d'activités, etc. Et après, le travailleur social, le bénévole, va proposer à cette mère des choses qui peuvent la concerner directement. Mais elle va d'abord se cacher, entre guillemets, derrière les enfants parce qu'elle se sent plus légitime d'arriver avec son rôle de mère plutôt que de se présenter comme une personne qui a besoin. Et ça aussi, je trouve que le rapport à l'aide, il faut bien se dire que quand une personne a besoin, c'est difficile
de faire le pas et de demander de l'aide. Moi, je trouve que ça aussi, c'est une chose vraiment à souligner, parce que dans les entretiens, ça coûte. C'est coûteux de se déplacer et de dire j'ai besoin de quelque chose, en fait. Juste reprendre sur à la fois la question de l'aide et ce que tu disais sur l'aller vers. Et sur la question de l'aide, ça me semble très important de rappeler à quel point il peut y avoir un danger dans des discours qui, beaucoup de discours d'ailleurs, parfois psychanalytiques, hein, même si j'appartiens à ce courant-là, mais l'idée d'attendre que la demande émerge. On entend beaucoup ce discours-là, mais il faut d'abord que les gens soient demandeurs. Mais il y a un certain nombre de situations où les gens sont dans une précarité tellement énorme, entre autres la précarité liée à la possibilité de se mouvoir, avoir un type de transport, pouvoir prendre les transports, pouvoir prendre le métro sans avoir peur du personnel de la RATP, par exemple. Ça paraît vraiment anodin, mais quand on a peur de la police, n'importe qui a un uniforme, on en a peur, y compris la RATP. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent au bus des femmes, on fait aussi des maraudes. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais sur l'aller vers. Il y a des moments où on ne peut même pas construire ou avoir même l'ébauche d'une demande. Et c'est aussi tout le travail que font les associations, que font les professionnels d'aller vers l'autre. Et il se passe un certain nombre de choses dans ces maraudes, dans cet aller vers, et peut-être que quelque chose peut émerger. Mais il y a des moments où on est tellement loin de tout qu'il n'y a même pas la possibilité de penser à une demande. C'est-à-dire que penser à demander quelque chose, c'est déjà être inscrit socialement. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué de demander quelque chose. Il y a beaucoup de personnes à qui, lorsqu'on pose cette question, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu aimerais ? Comment tu pourrais te projeter ? Cette question, elle crée de la sidération. Parce qu'on ne peut pas se projeter. Il faut vraiment avoir, je crois, c'est un cri du cœur, mais je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Et je le dis avec beaucoup d'autocritique de ma propre profession, de ne pas attendre parfois que les gens demandent. Et je pense vraiment au problème à Paris de se déplacer quand on n'a pas d'AME, quand on n'a pas de sécurité sociale et qu'on ne peut pas bénéficier d'un tarif réduit qui est quand même à 20 €. Quand on a le pass solidarité transport, mais 20 €, c'est énorme en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas 20 € pour avoir cette possibilité de se déplacer à Paris. Et quand on n'a pas de papier, eh bien, sortir, c'est risqué de rencontrer la police. Donc les gens que j'ai, moi, en consultation à l'UDA, ils peuvent aussi rester des journées entières, des semaines entières, sans sortir, parce qu'il y a une peur réelle de rencontrer la police et de devoir, ne serait-ce que montrer qu'on n'a pas de documents. Même si, quand on est demandeur d'asile, on a le droit de circuler sur le territoire, c'est important de le rappeler. Mais la plupart des gens ne veulent pas avoir un lien avec la police. Et pour ne pas en avoir un, on ne sort plus de chez soi. Et on ne va pas non plus dans un centre commercial parce qu'on en a peur et que ces espaces-là, on s'en sent de toutes les façons exclus. Et on ne peut même pas franchir un certain nombre de portes. Ouais, merci. Je pense assez naturellement, on est allé vers la dernière partie autour des solutions. On a parlé d'aller vers, de mieux se faire connaître, d'investir l'espace public lorsque c'est possible, lorsque les gens n'ont pas peur d'y aller. Je pense que la peur de l'uniforme, d'ailleurs, va peut-être dans les années à venir devenir de plus en plus importante. Donc c'est aussi une question que nous, en tant qu'association, il faut qu'on se pose. Comment on réagit face à ça, en fait, comment on se rend accessible vis-à-vis des gens qui naturellement pourraient s'auto-exclure ou ne pas venir dans ces associations. Donc voilà, c'est un peu cette question de conclusion, mais je crois qu'il y avait aussi une question, non ? Mais voilà, donc on peut conclure sur... oui, il y a une question, désolé, c'est un peu décousu. En fait, il y a un terme qu'on n'a pas entendu encore ce soir, c'est la notion de dignité. Et je me disais, mais finalement, c'est peut-être une des clés dans la façon dont on rencontre quelqu'un, l'investissement qu'on a chacune et chacun, c'est de se dire, mais celle qui est en face de moi, avec qui je vais boire un café, avec qui je vais monter une pièce de théâtre, dessiner quelque chose, aller au cinéma, en fait, nous sommes ensemble
reliés par une même dignité qu'est notre humanité. J'ai été très marqué par le livre de Cynthia Fleury, Clinique de la dignité. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Si vous ne connaissez pas Cynthia Fleury, regardez les vidéos sur YouTube, c'est passionnant. Et ma question, c'est voilà, pourquoi le terme n'est-il pas encore arrivé? C'est une question reproche. Non, non. Non mais... non mais je peux... En fait, on attendait qu'ils viennent des questions puisque justement c'est un débat participatif. Donc merci pour l'avoir amené. Moi ça me fait penser à... en fait on parle de lien social. Bon il y a... comment dire, une référence, hein, Serge Pogam sur le lien social. J'avais écouté une vidéo de lui qui m'avait assez marqué, qui était finalement assez simple. Il disait que bon, il y a 2 piliers, il y a la protection, donc ça c'est sur qui je peux compter quand ça va mal, etc. Il y a la reconnaissance, c'est est-ce que je compte pour quelqu'un? Et ça, je pense que c'est un peu ce que... Enfin, ça fait écho à ce que tu viens de dire. Donc c'est effectivement, on se relie dans une même humanité, on est digne parce que l'autre nous considère, et c'est d'ailleurs principalement ça, il me semble, qu'on fait à Autre Monde. On considère l'autre, on l'écoute, et donc ça fait tout à fait le lien. Merci beaucoup pour avoir proposé la réflexion. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à... tout ça, des réflexions, des remarques. Oui. Oui. Je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire aussi. Parce que Cynthia Fleury a écrit un autre livre où elle développe la notion de narcissisme. Et en fait, le narcissisme, c'est vachement important. Parce qu'en fait, c'est la clé de tout. En fait, c'est la clé de demander de l'aide, c'est la clé d'aller voir les autres. C'est une notion qui est un peu péjorative, on va dire, dans la vulgate, on va dire. Mais du coup, quand être en précarité, c'est être dénarcissisé, en fait. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans le lien parce qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas, on se sent pas digne, comme pour prendre son terme, d'être en interaction. Et c'est comme ça qu'on s'auto-exclut, en fait. C'est le début de l'auto-exclusion. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas relié aux autres parce qu'on n'est pas dans le champ. Vous parliez de champ, le travail et tout. Et donc, moi, on parlait de politique aussi. Et la base de la politique, c'est le matériel. C'est-à-dire, en gros, pour être digne, il y a des conditions matérielles et il y a des conditions de reconnaissance sociale qui sont pas remplies, en fait. Et on a un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en fait les systèmes sociaux et politiques se torchent avec, en fait. Et pour être un peu vulgaire et un peu percussif, et donc du coup, oui, la question du matériel et en fait moi, pour faire un témoignage vite fait, moi je suis en précarité. Moi, je suis au RSA et je suis un marginal. Je suis un marginal ça se voit pas sur ma tête, mais je suis un marginal. C'est-à-dire, en fait, moi, je travaille pas. J'ai jamais travaillé de ma vie. Et je suis en rébellion contre le travail. Et donc, du coup, ça m'a précarisé, en fait. Et je me suis isolé par rapport à ce champ-là. C'est-à-dire, en fait, j'ai développé une honte et un sentiment d'exclusion par rapport aux gens parce que je travaille pas, en fait. Et du coup, ça a créé la solitude. Et donc j'ai perdu un certain nombre de liens sociaux, notamment le Covid aussi. Ça a été un moment où en fait j'ai tranché beaucoup de liens, notamment amicaux, parce qu'en fait il y a plus de sociabilité, en fait. Et il y a beaucoup de bon, après je vais pas faire 2 heures non plus, mais je pense que la narcissisation, les conditions matérielles... Moi, par exemple, je suis militant pour le revenu de base, pour le salaire à vie. C'est-à-dire, en gros, qu'on arrête de demander aux gens de justifier leur existence, en fait. Parce que tous les gens font des choses, tous les gens travaillent, ont du lien, font des choses pour les autres de manière gratuite ou bénévole. Et ça, c'est pas reconnu par la société. Ce qui est reconnu par la société, c'est d'avoir un travail salarié et d'avoir des fiches de paye. Voilà. Et tout ce qui est et l'associatif, ça en fait partie. Il y a beaucoup de bénévoles. Pour moi, le bénévolat, ça ne doit pas exister, en fait.
on doit être rétribué pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est en fait. Et parce que c'est ça l'exclusion. L'exclusion, elle commence par là, par le fait de faire le tri entre ceux qui sont valables économiquement et ceux qui ne le sont pas en fait. Voilà, bon après je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai pas. Non mais merci beaucoup. Je pense qu'effectivement c'est important, en fait, qu'est-ce que la société nous renvoie par rapport à ce qu'on fait. Et effectivement, le jugement, le fait de ne pas juger, voilà, c'est quelque chose, je pense, de fondamental dans le fait que les gens se sentent fiers d'eux, ouais, le narcissisme, quoi, d'une certaine manière. On va conclure. Donc en fait, pour conclure, je vais juste poser une question, dernière question aux intervenants. Donc on a parlé un peu de solutions, mais si vous aviez peut-être une chose à dire par rapport justement à ce que peut faire une association comme Autre Monde dans la situation actuelle qu'on connaît, je parle de la situation notamment politique, qu'est-ce que ça pourrait être? Question difficile, je l'avoue, mais on est preneur de conseils. Ça commence par toi. Ouais, c'est une question que je trouve super difficile. Je vais essayer de faire quelque chose avec la dignité. Puis ce que vous avez dit, monsieur, m'a beaucoup touchée, donc je voulais vous le dire. D'abord parce que je crois que c'est un vrai problème de demander aux gens de justifier leur existence et qu'on produit des gens dont l'existence est négligeable. Et c'est bien là le problème. D'abord, je ne crois pas aux solutions individuelles, moi. Voilà, comme ça, je ne crois pas à cette histoire de colibri qui me sort par les yeux. Voilà, je vais te le dire. Je crois que c'est dangereux, les histoires de colibri, et quand on fait croire aux gens que chacun individuellement peut changer le monde, voilà, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que il me semble que faire croire ça aux gens, mais ce n'est absolument pas ce que tu dis, donc je ne sais pas pourquoi je me lance là-dessus. Je ne sais pas, c'est une vieille colère contre le colibri, donc je la partage avec toi. Mais ouais, je crois profondément au fait qu'il y a quelque chose à changer inévitablement, mais il y a quelque chose à changer dans nos représentations au sens global et massif du terme et politique du terme. Et évidemment, ce n'est pas uniquement en transformant des petits éléments, c'est un peu comme le problème écologique, hein, ce n'est pas parce qu'on trie bien ses déchets qu'on va régler le problème. Et je crois qu'il y a véritablement une question dont il faut se saisir d'un point de vue politique, d'un point de vue éthique. Alors évidemment que ces questions, elles viennent ruisseler sur chacun d'entre nous. Et sur la question justement de la dignité que vous évoquiez, et je ne peux que partager ce que vous dites, c'est compliqué de dire l'inverse. Et en même temps, peut-être qu'on a aussi à interroger ce qui nous empêche de construire cette dignité. Ce qui fait que justement, dans notre construction sociale, dans la façon dont on regarde l'autre, à un moment donné, on le déshumanise. J'écoutais il y a un an, je crois, Michel Agier qui a beaucoup travaillé sur l'hospitalité. Et il expliquait que c'est aussi important de travailler sur l'hospitalité que de travailler sur l'hostilité. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible, justement, de déployer cette hospitalité et juste rester sur la dignité et l'hospitalité sans aller réfléchir sur ce qui se joue dans le contre-champ me paraît aussi un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible? Qu'est-ce qui fait justement que certains se trouvent réduits à une portion négligeable de l'espace humain? Donc j'aimerais bien qu'on puisse aussi se poser cette question et voir comment est-ce que parfois ça nous arrange tous, cette hiérarchie-là du monde. Donc je ne sais pas du tout comment ça sera dans 10 ou 15 ou 30 ans. J'espère qu'on n'en sera pas là, mais l'actualité me rend un petit peu triste. Et je prends juste l'exemple très récent d'un meurtre terrible à Boulogne qui a été commis par quelqu'un qui était sous OQTF. C'est un cas concret.
ça me semble important que d'un point de vue médiatique, par exemple, on ne crée pas cette relation de cause à effet entre le fait d'être sous OQTF et le fait d'être du côté de la monstruosité. Par exemple, ça, c'est un bon début. Merci. Adrien, tu veux... Sur cette question des solutions, moi je suis un peu comme Inde. C'est toujours des questions assez complexes, mais malgré tout, on nous demande souvent est-ce qu'il y aurait des choses innovantes à mettre en place, etc. Et moi, depuis que je fais du terrain, je me rends compte qu'il y a déjà éviter de détruire ce qui fonctionne. Déjà, je pense que c'est déjà pas mal avant d'être dans de lancer des grands projets. Et j'ai des cas très concrets. Par exemple, j'ai fait un terrain l'année dernière à Marseille, donc j'étais dans des quartiers prioritaires. Et je vais dans un centre social qui est en bas des tours. Et je vois qu'il est menacé de fermeture, par exemple. Donc ça, typiquement, et puis après, quand je fais mon ethnographie, je me rends compte que le centre permet aux enfants d'aller à la mer, permet aux enfants de réaliser des activités, ils font de l'aide aux devoirs, des choses qui sont vraiment ancrées dans le quotidien des gens. Enfin, ça tient vraiment le quartier. Ça, par exemple, typiquement, ou bien je vois dans une autre cité une amicale des locataires qui s'est montée dans un appartement et qui fait de l'aide administrative, qui fait aussi relais postal parce que la poste est partie. Donc elle a mis un relais postal et tout ça, c'est des initiatives, on va dire, citoyennes. Au départ, ils ont commencé dans un local à vélo. Donc ils ont eu la chance d'avoir un T2. Donc ça. Aussi, on parlait de la dématérialisation, mais ça, j'insiste beaucoup. J'entendais récemment une publicité pour une assurance qui disait que si vous payez un peu plus, vous aurez la chance d'avoir un conseiller au téléphone qui va vous parler, et puis vous éviterez de toucher, de taper sur étoile, etc. Donc pour moi, ça signe aussi que demain, le lien social sera payant. Et là, on sort de la logique politique, mais on arrive sur l'économique, c'est-à-dire que le lien social, demain, ça va être une variable économique. C'est que si on veut rencontrer des gens, si on veut parler à des gens, il faudra avoir suffisamment les moyens pour pouvoir accéder à ça. Et c'est aussi du point de vue même politique au sens strict, c'est que le fait de dématérialiser, c'est aussi de réduire les coûts et donc on enlève aussi le facteur humain qui est quand même au cœur. Donc tout ça, en fait, je trouve que c'est souvent même... on peut avoir même des hommes politiques qui viennent nous voir et qui nous demandent mais alors, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais les constats, ça fait 30 ans même qu'on rabâche la même chose. Je veux dire qu'un guichet, c'est bien, de pouvoir parler à quelqu'un, c'est bien. Et personne ne nous entend, en fait. On voit qu'on a beau faire même, nous, les enquêtes, on les publie, on peut les trouver. Quand Bourdieu parle de domination, ça fait 30, 40 ans qu'on dit la même chose. Donc moi, je ne sais pas les solutions, je ne sais pas. En tout cas, nous, on a dit ce qu'on avait à dire, on publie ce qu'on a à publier. Tout est là. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas la main et qu'il faudrait à un moment donné aussi qu'on lise, qu'on nous écoute. Voilà. Ousmane, le mot de la fin? Non, ça va. Non? Ils ont tout dit pratiquement. Ok, alors du coup, un grand merci à nos intervenants. Ah, il y a juste une dernière petite question et après on s'arrête. Oui. C'est pas vraiment une question, c'était pour conclure en faisant une boucle. Je suis arrivée en retard, je suis désolée. Je fais partie des personnes qui ont créé Autre Monde en 1994 et je suis dans une phase très pessimiste sur l'état du monde du fait de la politique internationale et nationale. Et je dois dire que de vous voir tous avec ces questionnements-là aujourd'hui et ce positionnement-là, ça me donne beaucoup d'espoir parce que quand on a créé Autre Monde, on l'a créé dans un mouvement collectif et politique. Pour revenir sur ce que vous disiez, on ne voulait pas que ce soit de la charité, on était tout à fait sur cette idée de lien social, de place de dignité de tout être humain. Enfin, tout ça, c'était très présent et j'entends tout ça ce soir et je dois vous dire que ça me fait très, très, très plaisir et ça me donne un peu d'espoir et même pour les 10 ans à venir, si ce lien continue à exister malgré toute cette merde dans laquelle on vit.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de conclure cette table ronde. Donc un grand merci à nos 3 intervenants, intervenantes. Voilà, c'était vraiment super intéressant. Je signale que Ousmane a écrit un texte sur son histoire d'exil qu'on a mis à disposition. C'était un peu trop long, donc on ne pouvait pas le lire en direct. Mais si ça intéresse des personnes, voilà, il y a quelques exemplaires. Vous pouvez aussi lui en parler après. Et voilà, je voulais juste signaler, donc demain soir, il y a une grande fête pour les 30 ans d'Autre Monde. C'est la fin du Festival du Lien. Et donc, on en espère vous voir tous et toutes demain soir avec un spectacle. Je crois qu'il commence à 19h. Bon, vaut mieux venir à 19h, comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater. Voilà, il y a l'expo d'art plastique et il y a un petit cocktail qui vous attend. Merci beaucoup pour votre attention.